Bienvenue à tous, vous êtes dans la deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci à tous de votre fidélité d'écoute. Nous abordons donc la deuxième partie avec cette thématique qui concerne les obstacles du développement industriel. Alors, nous sommes toujours avec nos invités de ce jour, Monsieur Wadja Gilbert, analyste et économiste, et Monsieur Classio Koutoglo, que nous recevons par Duplessis, consultant politique. Merci à tous d'être avec nous, conscients de l'importance de l'industrie comme moteur du développement. De nombreux pays africains en avaient fait une priorité au lendemain des indépendances, accompagnés dans cette démarche par la communauté internationale. Les statistiques relatives aux faibles performances industrielles du continent africain sont quelque peu surprenantes au regard du potentiel d'attraction des investissements qu'il représente. Le continent africain regorge notamment d'importantes ressources naturelles. En dépit de ces importantes dotations en ressources qui devraient pourtant servir d'intrants en industrie et d'éléments attractifs pour les industriels, le continent peine à décoller sur le plan industrie. Mesdames, Messieurs, que pensez-vous que l'Afrique doit faire face à ces obstacles du développement industriel? Pourquoi les entreprises classent le déficit d'infrastructures comme obstacle? Première question pour cette deuxième partie à M. Gilbert. Merci beaucoup. Je pense que les deux thèmes aujourd'hui, il y a directement une corrélation. Vous comprenez? Tout ceci, il faut dire que lorsque vous venez à la tête du pays et que vous n'avez pas de projet fixé, c'est-à-dire il y a des gens par exemple qui sont dirigeants et qui n'ont pas une idéologie qui défendait et que le peuple connaît véritablement cette idéologie et puis on vient seulement pour diriger, on ne peut qu'attendre ou on ne peut que voir la continuation. Hein. On fait toujours les mêmes choses et on espère avoir de différents résultats, ce qui est impossible. Vous comprenez? Regardez nos pays en Afrique, où tout ce qui se fait, il y a des zones d'exploitation minière où il n'y a même pas une route qui puisse être praticable pour aller sur cette zone. Comment est-ce qu'un pays, un pays qui veut faire du sérieux, un pays qui veut véritablement se développer, peut se comporter ainsi? Il y a eu des projets que, depuis le temps du colonisateur, qui ont été entrepris, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était de bons projets, en tout cas, il faut le dire, c'était de bons projets. Par exemple, la construction des chemins de fer qui devraient rallier les points d'exploitation minière. Je donne l'exemple au Togo, par exemple. Il y avait un projet de construction d'un chemin de fer qui devrait quitter depuis, si je me rappelle bien, Blita, pour y rejoindre une localité qui est chez moi, Bangéli, puisqu'il y a du fer à Bangéli. Donc c'était des projets pour faciliter le transport. Aujourd'hui, quand vous allez au Togo, depuis que l'exploitation du fer a commencé à Bangéli, quand vous allez au Togo, prenez la route Bangéli pour rallier Kara, vous faites 4 heures de route. Une route bitumée normalement. Aujourd'hui, on fait 4 heures. Pourquoi? Parce que les gros porteurs ont détruit carrément cette voie qui normalement n'était pas censée pouvoir supporter ce poids-là. Donc, il y a tellement de trucs que nous ne faisons pas dans nos pays et qu'on espère un développement. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on exploite du fer, on transporte les cailloux comme ça pour aller envoyer ça dans les cargos de bateaux et puis envoyer ça ailleurs. Pour quelle raison? On ne peut même pas avoir un produit semi-fini au Togo. Un produit semi-fini. Je ne parle même pas de produit fini. On exploite du fer. On ne peut même pas avoir un produit semi-fini et puis maintenant l'exporter. Vous comprenez qu'il y a
il y a vraiment quelque chose de sérieux à résoudre comme problème. On exploite du phosphate au Togo. Ce phosphate est envoyé en sable, en boue, ailleurs, et on transforme le même phosphate, on fait peut-être des engrais, des trucs, et qu'on revient nous vendre chez nous. Si nous avons besoin du produit fini de ce phosphate, pourquoi ne pas le travailler chez nous? Pourquoi on ne peut pas signer des contrats à ce que les sociétés qui exploitent ces mines-là implantent des usines directement sur le continent, créer de l'emploi pour la jeunesse? Et on est prêt seulement à exporter et à espérer encore le produit fini. Ce produit fini, on nous fixe encore le prix. On vient d'abord pour nous acheter notre phosphate, on fixe le prix qu'on veut et on nous envoie encore des produits finis, on nous fixe le prix qu'on veut. Donc, à cette allure, le pays ne peut pas se développer. Le pays ne peut pas se développer. Et moi, je me dis, aujourd'hui, il faut une collaboration entre les pays africains. La collaboration doit exister. Par exemple, s'il y a du fer au Togo, pourquoi ne pas créer une usine de transformation de fer au Togo? Maintenant, on regarde au Ghana, il y a plus d'or au Ghana. Donc, toute la sous-région, quand je donne l'exemple, toute la sous-région devrait savoir qu'une usine de transformation du fer est au Togo et ça nous permet d'avoir du matériel, ou en tout cas des matières premières, j'allais dire, c'est le mot, les matières premières venant du Ghana, venant du Burkina, et on transforme ça au Togo. Si c'est au Mali qu'on doit installer une usine de transformation de l'or, on l'installe au Mali et tous les produits finis et toutes les matières premières de la sous-région se dirigent vers là. Et ça nous permet en tout cas d'orienter un peu nos pays vers un développement. Ça permet d'installer des usines dans tous les pays. Tu verras que peut-être certains Burkinabés viendront au Togo pour travailler dans les usines au Togo. Certains Togolais iront au Ghana pour travailler dans les usines là-bas. Et c'est là que nous pourrons un jour atteindre un niveau de développement. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, je me dis que c'est impossible. C'est impossible d'atteindre ce niveau-là. Selon M. Ouadja, c'est impossible d'atteindre ce niveau puisqu'il y a toujours des infrastructures en construction. Quand on voit le cas du Sénégal, entre-temps, il y a un nouveau train au Sénégal, comparativement à ceux de la sous-région ouest africaine. Il y a tellement de différences. Alors, on parle également, quand on parle d'infrastructures en Afrique, on parle du secteur de la télécommunication également et de l'énergie. Quels sont les manquements que vous avez constatés, monsieur Kassio Toglo, dans ce secteur? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des infrastructures dans les pays d'Afrique. Dans ce siècle, dans ces États, c'est ahurissant, c'est aberrant. Quand nous n'avons pas des infrastructures, quand nous n'avons pas ce qu'on appelle éducation solide, adaptée au projet sur une période donnée pour un pays de sortir d'un état vers un autre, nous ne pouvons rien. Quand vous prenez par exemple le cas des éducations aux États-Unis, vous allez voir aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le domaine de la santé que je maîtrise, les choses deviennent de plus en plus particulières. On crée les détails, les spécificités pour que les concepts, les termes, les procédures soient maîtrisés et exécutés pour qu'on ait ce qu'on appelle les résultats performants, c'est-à-dire une obligation de résultat. Les gens sont dans une démarche d'obligation de résultat. Or, dans nos pays d'Afrique, il n'y a pas ce genre de choses. Ce qui est important, c'est l'injustice qui ne permet même pas
à ce qu'on appelle la liberté individuelle et collective. C'est-à-dire, quand un individu, tu n'as même pas ce qu'on appelle la liberté, tu ne peux pas réfléchir. Donc, quand on n'a pas la santé, quand on n'a pas l'éducation adaptée au projet sur une période donnée, quand on n'a pas une justice pour une liberté de pensée et d'action, il n'y a rien qui est concret, qui sera concret. Tout ce que les pays, ces présidents qui sont à la sorte de la France et de ces puissances qui veulent garder, maintenir le continent africain dans l'abyssale pauvreté, font, c'est de leur proposer ce qu'on appelle les accords politiques, les maintenir au pouvoir pour les servir, pour des bêtes mandats de 3, 4, 5. Justement, parlant d'accord, Monsieur Classio, lors du discours du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, il avait eu un projet concernant le pétrole qui est retrouvé donc dans les sous-sols ivoiriens en ce moment, où il ne continue pas à être en collaboration avec des d'autres nationalités, d'autres pays, pour que ça soit utilisé à bon escient pour la bonne construction de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez comme les autres que cela se fera comme il l'a dit, il tiendra ses promesses comme il l'avait dit dans son discours à la nation? Je ne fais jamais confiance à un chef d'État qui a plus confiance au mandat multiple. Tout discours qui sort politiquement de la bouche d'un président qui s'accroche au pouvoir à l'opposition des peuples, en parlant de 3, 4, 5 mandats, ce sont des discours oiseux, creux et farceurs. Mais il tient compte également de la volonté du peuple, puisqu'il a commencé par travailler. Il y a des routes, des ponts qui sont en construction du côté de la Côte d'Ivoire en ce moment, Monsieur Classio. Est-ce que vous pouvez me parler de la procédure qu'on appelle contrôle? Est-ce que vous pouvez me parler de la transparence de cette gestion? Quand un président devient dictateur et puis ensuite se maintient dans des mandats multiples, bêtes, 3, 4, 5, 6 mandats, et on leur promet même de se remplacer par leur fils. Où est la transparence? Ce qui fait développer un pays ou bien des institutions, c'est le contrôle, c'est la transparence, c'est la justice, c'est l'équitabilité des choses. Mais quand vous maintenez, quand les présidents sont dictateurs, tous ces facteurs n'existent pas. Tout ce qu'ils font, ce sont des discours farceurs. Et puis ensuite, on fait des bling-bling pour pouvoir duper le peuple. Dans ces conditions, nous n'arriverons jamais à l'industrialisation des pays africains et nous n'arriverons jamais à ce qu'on appelle au développement de ces pays. On s'endette pour faire bling-bling en Côte d'Ivoire. On s'endette pour faire des bling-bling au Togo. C'est vous qui le dites. Alors, Monsieur Wadja Gilbert, dites-nous, il y a de ceux qui pensent que les obstacles sont d'ordre également, comment est-ce que je vais dire, les obstacles dont nous parlons, industriels, par rapport au développement industriel de l'Afrique, sont d'ordre politique également, comme le dit Monsieur Classio. Est-ce que nos présidents africains n'ont pas une vision politique aussi claire pour conduire et atteindre avec des objectifs clairs nos pays, pour que au moins ce secteur d'activité soit plus soutenu? Non, je dirais même que c'est purement politique à 100%, hein, presque, ou presque, c'est ça. Parce que si nous prenons, nous faisons un peu de comparaison avec nos pays ici, par exemple aux États-Unis. Les entreprises ou les usines, ce sont des trucs, ce sont des secteurs, c'est le secteur privé.
Mais qui favorise l'installation de ces usines? C'est l'État. Vous comprenez? C'est l'État fédéral. Lorsque nous avons eu le Covid ici aux États-Unis et que les entreprises sont impactées, vous connaissez combien l'État fédéral américain a déboursé comme argent pour financer directement, hein, c'est une somme directement envoyée aux entreprises aux États-Unis. Ce sont des montants colossaux. Vous comprenez? Il y a des entreprises qui sont considérées premièrement comme les entreprises qui font des trucs dans le domaine agroalimentaire et autres, qui devraient forcément être opérationnelles durant le mois de confinement où tout était presque fermé. Ces entreprises ont reçu de grosses subventions de l'État et qui a permis à ce qu'ils se maintiennent. Si aujourd'hui, il y a une entreprise dans un État aux États-Unis qui est en difficulté, politiquement, ça a un impact sur le président actuel parce que si c'est que l'entreprise la ferme, ça crée un chômage et lorsque ici on donnerait des statistiques qu'au cours de ton mandat, telle année, il y a tel taux de chômage, ça impacte directement ton parti politique. Il faut comprendre, c'est ton parti qui est impacté et toi encore la prochaine élection, il faut te dire que tu as une justification à donner au peuple américain. Donc c'est pourquoi je parle que tout ce qui se fait, c'est purement politique. Donc, revenons chez nous. Vous avez un président, par exemple, qui est au pouvoir, qui va aller prendre des prêts. Chaque fin de mois, on va aller prendre des prêts. Et ces prêts, directement, ne sont pas impliqués dans le développement du pays, mais on fait des gros prêts, on se dit, on commence des projets d'infrastructure pour développer le pays et il n'y a aucun contrôle. Comme M. Classieux venait de le dire, il n'y a aucun contrôle parce que un projet qu'au Togo, par exemple, on peut faire le projet là à 5 milliards de francs CFA, ce même projet peut coûter moins aux États-Unis. Alors qu'ici, le niveau de vie est plus élevé et qu'il y a des trucs, des facteurs qui font que le prix des infrastructures est plus élevé que normalement chez nous. Donc, il y a une surfacturation des projets d'infrastructures que personne ne contrôle. Tout est mal géré. Vous parliez tout à l'heure de la construction du chemin de fer, ou en tout cas la mise en place d'un train moderne au Sénégal. Vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi les chiffres sur un tronçon de 36 km. Ce chemin de fer, ce train moderne dont on parle au Sénégal, ça fait 36 km. 36 km, vous comprenez? Très très peu. Ok? Si on vous dresse les chiffres de la construction de ce chemin de fer, mais c'est aberrant. Vous comprenez? Donc c'est le problème que nos pays africains ont aujourd'hui. Donc, directement impacté par la politique. Les gens sont là pour surfacturer les choses et mettre de l'argent dans leur poche. Ce n'est pas pour l'intérêt du pays qu'ils sont en train de travailler. N'est-ce pas parce que nous avons une instabilité politique également du côté de nos pays africains? Justement, c'est pourquoi je parle d'un impact direct de la politique. Tout c'est politique. Pourquoi? Lorsque on n'a pas une démocratie, par exemple, comment vous voulez que les choses soient bien gérées? Lorsque, par exemple, un président qui est au pouvoir, qui a besoin du soutien de son entourage, parce qu'il veut rester longtemps au pouvoir, et supposons que vous êtes dirigeant, moi je vous soutiens, et vous avez besoin de mon soutien pour rester là-bas. Lorsque je déconne, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien dire. Vous avez besoin de mon soutien pour rester là-bas. Donc c'est ce qui se passe. C'est-à-dire c'est une chaîne. Lorsque le président déconne, l'entourage ne dit rien parce que, mais, nous si on veut manger. Ça sort, nous mangeons, donc on ne peut pas réclamer. Donc c'est le problème de l'Afrique. C'est très très difficile pour nos pays. Et encore, prenons l'exemple de certains pays qui ont connu l'alternance et tout. Il y a un gaspillage. Je donne l'exemple par exemple au Bénin, que j'ai récemment découvert un truc concernant le Bénin. Il y a un projet de construction de l'Assemblée nationale où c'était, en tout cas,
C'était un projet un grand projet où le président Yahi Boni avait commencé. Et quand Talon est venu, le projet a été abandonné alors que le chantier était jusqu'à un niveau où ils ont vraiment mis de l'argent. Le projet a été abandonné et qu'on trouve encore un autre site pour le même projet et on démarre encore un chantier. Vous comprenez que nous sommes en train de gaspiller. C'est-à-dire, les pays africains, nos dirigeants, même s'il y a l'alternance dans certains pays, il y a quelque chose qui est encore là à corriger. Où on se dit que je vais faire pour moi parce que je suis venu, je veux qu'on voit que c'est moi qui ai commencé. Il ne veut pas forcément un projet normal qui existe dans l'État, qui a été voté à l'Assemblée. Tu ne peux pas venir, même si tu es aujourd'hui venu et que tu es une assemblée, tu as une nouvelle assemblée et tout, tu ne peux pas venir changer ce qui avait été déjà voté. Il faut suivre au moins quand même ce projet-là pour qu'il aboutisse. Mais on préfère gaspiller de l'argent, abandonner ce projet et puis aller commencer quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Donc c'est des trucs qui existent en Afrique. C'est comme on a une mentalité en tout cas, de vouloir faire des trucs personnellement pour qu'on puisse se dire que non, c'est tel président qui a commencé ça. Oui, c'est l'habitude, on le dit. Et également, il y a aujourd'hui l'Afrique est confrontée au coup d'État, l'apanage des coups d'État et également le terrorisme qui est à la porte de tous les pays. Nul n'est épargné aujourd'hui. N'est-ce pas que vous trouvez que ça agit véritablement également sur le développement industriel de nos populations ou soit de notre continent, Monsieur Classio Koutoglo? Qui a implanté, qui a amené ce scénario de terrorisme. Ce sont ceux-là que vous appelez les colonisateurs. C'est la France qui a... L'entreprise terroriste est pour la France, dans le Sahel. C'est ça. Allez-y comprendre quelles sont les armes, les marques des armes que les gens sont en train d'utiliser. Quelles sont les marques des moteurs les engins qu'ils sont en train d'utiliser. Qui fournissent les matériels pour eux. Nous avons tous vu tout récemment quand les Maliens ont décidé de faire sortir tout. Quand vous voyez un conteneur de drogue et de trafic d'armes, qui passe de la France jusqu'au Togo, quitte le Togo jusqu'au Niger sans être arrêté, qui profite de ces transactions? Mes chers compatriotes africains, c'est qu'il faut comprendre que notre malheur vient de celui-là que vous appelez colonisateur, c'est-à-dire aujourd'hui Macron et la France. L'entreprise terroriste est créée. C'est une entreprise. Je vais vous expliquer ça clair. Nous avions expliqué depuis 2013 et nous continuons pas le dire. On met les gens qui ont quitté Gaddafi, on leur promet un territoire nouveau pour pouvoir diviser les pays. Et on leur promet, nous allons vous soutenir. Oui, monsieur Classio, comment allons-nous faire maintenant pour trouver des solutions à ces obstacles dont sont confrontés également nos pays africains pour un développement industriel efficace? Ok, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut d'abord passer par ce que Kofi Annan a dit, clair et net. Kofi Annan, c'est le secrétaire d'État de l'ONU. Sauter tous les présidents dictateurs qui sont les PDG de l'entreprise terroriste. C'est-à-dire ces présidents qui cherchent à rester devant le peuple pendant 3, 4, 5 mandats et se faire remplacer par leur fils ou leur famille. Il faut leur sauter. C'est Kofi Annan qui a dit cela. C'est-à-dire, quand le pays ne marche pas, il faut sauter ces personnes. Il faut trouver une force militaire pour pouvoir sauter ces personnes. Couper les relations avec la France maudite qui installe le désordre sur le continent africain. Et quand nous avons ces deux éléments, les peuples prennent conscience, nos institutions deviennent beaucoup plus solides avec la justice indépendante. Vous allez voir que les pays africains vont décoller. Et c'est
ce sillage dans lequel les Africains doivent s'inscrire pour que nous puissions traiter à égal avec les États-Unis, pour que les États-Unis puissent savoir que les Africains ont une richesse, ont une mentalité, ont une culture, et puis ensuite, les Africains aussi veulent se développer. Que la France comprenne ce même système, la Russie comprenne ce même système. Et quand nous nous basons sur ce principe, d'ailleurs que la Russie est en train de comprendre aujourd'hui, nous ne pouvons que accepter ceux qui veulent voler au secours des faibles devant ces dictateurs qui tuent avec des armes les peuples. C'est ça. C'est ça qui va nous permettre de développer l'Afrique. Merci, M. Classio. M. Wadja, quelle est la solution que vous vous proposez en tant qu'intellectuel, économiste et analyste, surtout, vu qu'il y a également un côté économique pour le développement du secteur industriel de l'Afrique, pour terminer cette émission? Merci beaucoup. D'abord, il faut que nos programmes d'éducation en Afrique changent. On ne peut pas aujourd'hui continuer par enseigner les gens les choses venant de d'autres pays qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain, qui n'ont rien à voir avec un programme de développement du pays. Changer de programme pédagogique dans les pays africains, c'est la première des choses. Nous allons en changeant ce programme. On crée des universités pour pouvoir former les jeunes dans des domaines spécifiques. Selon le projet du pays, on doit avoir des écoles de formation typiquement adaptées au projet que nous mettons en place. Si c'est des ingénieurs, on a besoin des ingénieurs, il faut former ces ingénieurs-là. Si nous avons besoin de techniciens, il faut les former aussi. Donc, lorsque nous formons seulement des gens qui sortent des universités pour avoir un diplôme qui n'a rien à voir avec quelque chose de professionnel et qu'ils attendent seulement aller rester dans des bureaux pour signer les papiers, pour dire qu'ils cherchent de la fonction, on ne peut jamais développer le pays. Aujourd'hui, si un pays africain décide de créer une usine, ils auront besoin d'aller prendre par exemple les Chinois, en tout cas les Américains et partout ailleurs pour venir dire qu'on installe quelque chose. Parce qu'on n'a pas des écoles qui forment les jeunes dans le domaine que nous voulons, qui est l'industrialisation aujourd'hui. C'est la première des choses. Maintenant, en plus de ça, la volonté de nos chefs d'État de pouvoir développer l'Afrique. Et cette volonté va se manifester dans leur obligation de respecter scrupuleusement nos constitutions. Et parce que c'est le fait de violer les constitutions qui crée les troubles qu'on a aujourd'hui dans plusieurs pays, les coups d'État dont nous parlons. Si nous voulons un développement, que ce soit industriel, économique et tout, il faut respecter les lois du pays. Et nous sommes les premiers, nous devons être les premiers à donner l'exemple en tant qu'intellectuels aujourd'hui. Et des gens sont au pouvoir, ils ne respectent pas les lois et ils espèrent, ils attendent du peuple un respect de la loi. C'est se moquer des gens en fait. Donc on ne peut pas être dirigeant, ne pas respecter les lois et puis vouloir imposer ces mêmes lois au peuple. Donc on a besoin des gens engagés pour le développement de l'Afrique et c'est ce qui permettrait un jour d'atteindre ce niveau d'industrialisation. À un moment donné, revoir aussi les contrats qui nous lient avec des sociétés qui exploitent nos mines. Il faut revoir ces contrats-là et permettre à ce que aujourd'hui, on puisse gagner la plus grande partie de ces contrats-là. Moi, à un moment donné, je me dis, il faut aussi que nos chefs d'État, à un moment donné, arrivent à trouver d'autres terrains d'investissement qui, par exemple, l'agriculture. Il faut que l'Afrique arrive à se
focaliser sur l'agriculture et mécaniser l'agriculture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là, on pense toujours que l'agriculture c'est consacré seulement, c'est réservé seulement à des gens qui vivent, des pauvres qui vivent au village, qui ne sont jamais allés à l'école. C'est la mentalité des Africains aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'agriculture n'est pas mécanisée. Donc, c'est dans ça que tout pays commence par se développer. Nous ne pouvons pas vouloir nous développer et chaque jour, des boîtes de conserve, c'est de la Chine que nous importons cela. Du riz, c'est de la Chine. Alors que nous avons du terrain, par exemple, pour pouvoir faire des champs de riz, pour pouvoir faire de l'agriculture en général. Donc, il faut pouvoir diversifier les domaines et pouvoir investir dans des trucs où nous avons encore la chance d'être plus indépendants. Puisque aujourd'hui, l'Afrique n'est pas indépendante quand il s'agit du côté agroalimentaire. On dépend encore de beaucoup de pays, alors qu'on a de l'espace vert en Afrique. L'espace vert en Afrique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, prochainement, peut-être qu'on aura une occasion de mieux détailler cela. Oui. L'agriculture, c'est la survie de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Ouadja, d'avoir conclu cette émission. Monsieur Classioko Toglo, votre mot de conclusion pour cette émission Avis de la diaspora? Je demande aux Africains de rester éveillés, puisque nous sommes... Monsieur Classioko Toglo, il y a un petit problème de connexion chez lui. Monsieur Classioko Toglo, vous nous écoutez? Mesdames, Messieurs, merci. Ce sera le mot de fin donc, de M. Koutoglo, Classio, consultant politique. M. Gilbert Ouadja, merci également à vous. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur notre chaîne YouTube. Continuez pas à partager. Nous serons toujours au rendez-vous sur votre chaîne AfroWeb TV en direct des États-Unis. Merci également à vous tous qui avez pris le soin de partager cette émission avec les uns et les autres. C'était au micro et à la réalisation votre serviteur Moïse Agbengigan. Continuez par soutenir AfroWeb TV financièrement. Nous vous sollicitons pour vos dons, vos cash app, vos ailes sur le numéro affiché à l'écran, plus 1 319 462 89 79 pour aider donc notre chaîne à s'implanter dans divers states, dans divers États ici aux États-Unis. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bon week-end. Juste après nous, il y aura donc d'autres émissions. À savoir donc l'émission qui a raison après l'émission Afro Gospel Show et puis donc l'émission de Zouk Love que vous suivez également et Togo Parade. Bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Ciao, bye. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords. Journalistes et analystes politiques donnent rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine. Sur AfroWeb TV, la voix de la diaspora africaine. Rejoignez-nous sur le www.afrowebtv.com et contactez-nous sur le plus 1 319 462 89 119 pour donner vos points de vue sur les différents sujets de l'heure. Avis de la diaspora, c'est chaque mercredi et samedi sur afrowebtv.com/live ou sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Sur AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne.